L'archéologie sous-marine est née en Méditerranée dans les années 50 et en France tout particulièrement puisque c'est en 1966 qu'on crée le plus ancien service au monde aujourd'hui d'archéologie sous-marine, c'est-à-dire le DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines que je dirige aujourd'hui, pour lequel je travaille depuis 40 ans. Et donc j'ai suivi au cours de ces 40 années toute l'évolution de la réflexion sur le patrimoine immergé. Et puis des gens comme Max Guéroult notamment ont commencé à s'intéresser aux épaves du XVIIe, du XVIIIe, et puis un jour il surgit avec cette épave étonnante, le Magenta, une frégate cuirassée perdue en 1875 à la suite d'un incendie puis d'une explosion géante qui l'a détruite alors qu'elle est au mouillage dans le port de Toulon. Et il nous rapporte que ce bateau avait fait escale en Tunisie et qu'on lui avait confié toute une collection, 46 caisses de stèles de l'époque de la dernière couche de Carthage, la dernière occupation carthaginoise de Carthage, jusqu'à sa destruction en 146 avant Jésus-Christ par les Romains. Et donc les archives relatent que Pricot de Sainte-Marie, qui était en fait un traducteur qui travaillait au consulat général de France à Tunis, avait occupé son temps des affaires étrangères à faire des fouilles sur le site du Tophet, donc à la fois un sanctuaire et des sépultures de cette Carthage de 146 avant Jésus-Christ, et il avait recueilli un très grand nombre de stèles. Et c'est dans ce contexte, alors, le hasard est ainsi fait que, alors que le Magenta était déjà arrivé à Toulon la veille, qu'on s'apprêtait le lendemain matin à décharger cette cargaison d'objets archéologiques, le bateau, il y a eu un incendie dans la nuit et finalement une explosion géante qui a envoyé le bateau par le fond. Et là, évidemment, on se retrouve devant une histoire qui commence à toucher les archéologues, puisque les travailleurs de la mer de l'époque, qui sont les ancêtres des archéologues sous-marins, mais qui sont vraiment des scaphandriers pieds lourds, on est dans le début de l'industrialisation du travail sous-marin, puisqu'il faut imaginer, on utilise à l'époque le scaphandre Cabirol sur cette épave du Magenta, où on va venir travailler pour tenter de récupérer les caisses avec les antiquités, comme on disait, mais aussi, surtout, pour dépecer cette malheureuse épave du Magenta qui a perdu toute sa splendeur puisqu'elle est partie par le fond et désormais constitue une entrave à la navigation puisqu'on est vraiment dans l'enceinte du port, à Toulon. Et donc, ces scaphandriers pieds lourds ont opéré dans des conditions extrêmement compliquées. Elles le sont encore aujourd'hui, très vaseux, donc très peu de visibilité dès qu'on touche le fond. Et puis, ils ont récupéré un certain nombre des caisses dans des conditions, à mon avis, qui étaient folles de sécurité. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Mais une grande partie de ces stèles sont demeurées par le fond parce que les conditions de l'explosion ont fait que dans l'enchevêtrement des structures métalliques, il n'était pas possible de retrouver l'intégralité de ce trésor historique ramené Pricot de Sainte-Marie pour le confier au Louvre et à l'Académie des Belles-Lettres. Et c'est dans ce contexte-là que dans les années 90, pendant quelques années, Max Guéroult a conduit des opérations. Moi-même, je suis venu une fois à la surface du site. Le site est quand même très complexe parce qu'il y a encore des structures métalliques. Et donc, en tout cas, c'est au cours de ces travaux qu'un certain nombre de stèles ont été retrouvées, près de 150 fragments au cours des différentes campagnes, une tête de Sabine, donc la représentation de l'impératrice qui règne, qui est l'épouse de l'empereur Adrien au IIe siècle après. Donc on a à la fois un cursus historique entre les Puniques du IIe avant et les empereurs romains du IIe après, et puis ce mélange au fond entre les stèles du vaincu et puis le portrait des vainqueurs. Et donc ce sont des éléments qui ont été retrouvés de manière presque magique. Très souvent, on est dans une telle turbidité de l'eau qu'on ne sait même pas ce qu'on a dans les mains. Et c'est ce qui s'est produit. Celui qui a trouvé la tête de Sabine ne savait pas que c'était une tête de statue qu'il était en train de ramener à la surface. Il n'en a découvert l'existence, au fond, que lorsqu'elle a été remise au jour. Les stèles, évidemment, avaient beaucoup souffert de leur séjour sous-marin. Évidemment, tout ça avait subi le choc, le chaos du naufrage d'une violence extrême, l'explosion, l'incendie. Donc tous les objets, la tête de Sabine avait été noircie. Beaucoup de travaux ont été faits de restauration et de conservation, mais on ne lui retrouvera pas sa majesté d'autrefois, mais peut-être une majesté plus grande encore, celle du temps qui passe. J'ai l'habitude de dire que les épaves sont de fantastiques machines à rêver. Dans ce contexte, le Magenta en est un bel exemple, je trouve, en offrant au fond la quadrature du cercle résolu, en donnant aux antiquisants de quoi se réjouir et aux modernistes ou aux gens qui étudient les épaves contemporaines de quoi se satisfaire.